Hello, hello les zouzous, j'espère que vous allez bien, je me fatigue. Je me suis fait du thé que j'ai oublié, le truc infuse depuis 11 milliards d'années. Du coup il est froid, parce que j'aime bien le thé fort, donc ça me gêne pas, mais... Ok, il est pas froid, il est tiède. Parce que en fait j'étais en train de travailler la vidéo que je m'apprête à vous filmer tout de suite, qui est autour en fait de cette tendance actuelle que vous avez en para, de ces produits, de ces nouveaux, même ces nouvelles gammes à vrai dire, parce qu'en général c'est deux gammes, alors Caudalie en force et Nux en force, qui vous disent que ça y est, avec leur technologie blabli-blablou, rétinol-like sans rétinol. Parfois on vous allègue le rétinol naturel, c'est ce que j'ai vu sur Instagram, là j'étais un peu déchaîné le week-end dernier au moment où je... alors le week-end dernier, en fait, c'est par rapport au moment où je vous le filme, parce que c'est dans le passé, si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, j'étais assez déchaîné, donc raison de plus pour me suivre sur Instagram. Et je suis en train de réaliser que je vous ai même pas dit bonjour, donc bonjour. J'espère que vous allez bien, en tout cas merci infiniment, comme toujours, de me suivre. Donc je pense que vous l'avez remarqué, enfin en tout cas, là à Paris, pour ma part, parce que je vis à Paris, on a été bombardé de pubs de la part de Caudalie en train de dire que leur crème est 3 fois plus efficace que le rétinol, talala, enfin bref, bon, marketing à fond les gamelles, et quand on regarde la liste des ingrédients, il n'y a aucun rétinoïde dedans, et ceux qui ont l'air de faire la même chose, c'est Nux. Alors la caractéristique d'ailleurs qui est assez marrant d'un point de vue purement marketing de ces deux marques, que ce soit Nux ou Caudalie, les mecs vont à fond en mode on est clean, on est vegan, on est naturel, genre alternative un peu naturelle au rétinol. Vous savez, c'est un petit peu cette idée-là. Il y avait un post là sur Instagram, bon, je sais pas s'il est toujours sur le compte de Nux, en train de vous parler, je sais plus, de green rétinol, d'une alternative naturelle au rétinol. Je suis là, alors attendez, le rétinol c'est de la vitamine A, c'est juste son nom scientifique, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Excusez-moi, mais c'est c'est the truc naturel, vous voyez, c'est comme la vitamine C ou la niacinamide, c'est vraiment quelque chose qui est littéralement dans notre sang. En permanence, vous avez des petites protéines qui transportent de la vitamine A, qui transportent du rétinol, voilà. Bon. Donc ça, c'est naturel. Quand on va, et c'est ce qu'on va voir là, par exemple chez Caudalie, ils utilisent une molécule assez particulière. Le truc est synthétique à mort, hein, c'est nous les humains qui l'avons inventé. Chez Nux, c'est aussi plus ou moins la même chose, parce qu'en fait, c'est un extrait qui a été extrait d'une plante qui s'appelle l'alphaba. Je suis en mode, ça c'est pas du tout naturel, hein. Et je vais le répéter aussi pour la 200e fois, nous ne sommes pas des plantes. Alors il y a effectivement certains mécanismes, vous avez par exemple du rétinol aussi chez les plantes d'ailleurs, hein. Mais vous êtes quand même au courant que quand vous regardez une plante verte, que la biologie d'une plante verte et vous, c'est pas tout à fait pareil. Si vous, on vous fout au soleil en vous donnant un peu d'eau et de CO2, vous allez pas faire de la photosynthèse, par contre vous allez vieillir à fond les manettes. Donc ce n'est pas la même chose. Et vraiment, ça me fatigue, cette espèce de raccourci clavier, on est naturel, on vient des plantes, etc. Non, je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. La biologie animale, ce n'est pas de la biologie végétale, et c'est important. Est-ce que ça veut dire, quand je vous dis ça, que des actifs tirés des plantes qui n'existent pas dans le règne animal ou qui n'existent pas dans notre mot sont inefficaces? Non, bien sûr que non. Je vous ai parlé récemment du bakuchiol. Il y a encore beaucoup d'études scientifiques qui manquent sur cet actif. C'est un actif qui semble être intéressant, que moi je trouve aussi à titre personnel extrêmement intéressant pour compléter une routine anti-âge. Est-ce que ça signifie que par exemple que le bakuchiol va remplacer le rétinol, ou les rétinoïdes d'ailleurs? Non. Là, on a le plus de données scientifiques qui ont été prouvées in vivo, vraiment sur la peau depuis très longtemps, c'est sur le rétinol. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas chercher d'autres ingrédients qui ont une activité rétinol-like? Absolument pas, au contraire, ça peut même être intéressant. Le gros problème, et on va commencer d'abord par ça, avec les rétinoïdes, c'est qu'il faut quand même une certaine période de tolérance. L'énorme majorité des gens vont pouvoir tolérer sur le long terme un rétinoïde, tel qu'il soit. Quand je dis tel qu'il soit, je parle bien de rétinol, de rétinal, je vous parle de graines actives, voire même pour celles et ceux d'entre vous qui tolèrent vraiment très bien ces actifs, il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça, mais il y en a, vous pouvez carrément tolérer la version médicale qu'on peut uniquement avoir sur ordonnance, qui s'appelle la trétinoïne. Certaines personnes peuvent le faire et c'est très bien. Mais tout le monde ne peut pas le tolérer. Moi par exemple, je serais en décès, vu déjà comment je réagis au rétinoïde classique et un peu doux.
Donc effectivement, chercher des alternatives peuvent être intéressants pour compléter l'action anti-âge, parce qu'on va pas pouvoir infuser de rétinol, rétinaldéhyde et granactide tous les produits de l'univers quand même, hein, donc il va falloir un peu se calmer. Donc ça peut être intéressant en fait de compléter, et je comprends aussi en tant que marque qu'une marque peut se dire, moi j'ai envie d'avoir mon cœur d'actif particulier et d'avoir un ou deux actifs qui m'est un peu particulier. Ça je le comprends absolument, ça fait du sens, mais pourquoi ne pas le compléter aussi avec un peu du gold standard, si vous voyez ce que je veux dire. Quand même, la caractéristique assez forte de chez Caudalie, de chez Nux, c'est que au niveau actif gold standard, je suis là, où sont-ils? En général, il n'y en a pas. Ce qui est aussi très très dommage, c'est qu'avec cette tendance de marketing greenwashing à fond les manettes, où en plus on vous fait peur, on vous avec toujours les trucs d'origine naturelle, etc. Il y a même des marques que j'adore et qui pourtant sont ultra high-tech, ils ont tellement de choses à mettre en avant. Je pense typiquement à Caudalie, non n'importe quoi, à Garantia. Chez Garantia, par exemple, c'est dingue les cœurs d'actifs. Ils sont ultra intéressants, c'est ultra différent de tout ce qui est fait. Mais on sent qu'il y a une partie du marketing qui va vers le greenwashing et je trouve ça vraiment dommage parce que ça met pas forcément en valeur les produits. Alors, on va d'abord s'intéresser aux produits de chez Nux. Donc, ils ont une nouvelle gamme, je vais juste vous en montrer un, qui est la crème anti-âge globale Nuxuriance Ultra, qui est vendue en 50 ml, qui est vendue en pot et qui vaut, en tout cas sur le site internet, 63,90. Et donc, on voit l'anti-âge global plus efficace que le rétinol. Alors là, les mecs, ils y sont allés à fond, hein, parce que chez Caudalie, on le voit un peu dans la pub, sur le site internet, c'est un peu mis dans d'autres allégations. Eux, les mecs, c'est direct, vous voyez. Moi, en général, quand on m'annonce ça, je suis là, ok, montrez-moi la publication scientifique qui vous la lègue quand même, parce que... Hein, surtout que quand vous regardez le champ d'action en fait du rétinol, c'est énorme. Le rétinol, par exemple, ça augmente l'épaississement de la peau. Ça va augmenter la synthèse d'énormément de choses qu'on va trouver dans la matrice extracellulaire. Hashtag le derme. Donc ça augmente la synthèse de collagène, la synthèse d'élastine, de protéoglycans, ça augmente la synthèse d'acide hyaluronique, ça augmente le cycle des cellules, c'est-à-dire que les cellules sont plus en prolifération dans l'épiderme et dans le derme, dans différents sous-types. Ça normalise l'épiderme sur le long terme, vous avez une compaction de l'épiderme, ça fait beaucoup de choses quand même, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu son action littéralement naturelle, parce que c'est ce qui est utilisé par votre peau. Je peux vous dire tout de suite qu'un des actifs qu'il y a dedans, effectivement, vous avez le fournisseur qui vous dit oui, on a un peu rétinol-like. Ils ont fait 2-3 trucs qui sont quand même assez proches de l'in vitro. Je suis là, on n'applique pas la crème dans nos cellules, hein, on l'applique à la surface de la peau. Donc voilà. Et en plus, y a plein de paramètres qui n'ont pas été testés tout simplement. Et où est la publication scientifique in vivo? On ne l'a pas, évidemment. Donc c'est un gros problème. Je vais vous parler tout de suite, je vais vous montrer dans la formule où est en fait cet actif qui est censé être Retinol Light. En fait, il se trouve tout en bas qui s'appelle Medicago Sativa, entre guillemets, Alphaba Extract. Donc en fait, cet extrait-là, il est commercialisé par un fournisseur français qui s'appelle... attendez, je vais vous trouver son petit nom qui s'appelle Silab. Il est vendu sous le nom de Vitanol. Ça n'a pas été très simple pour avoir des informations dessus. Et en fait, c'est un extrait de cette plante qui s'appelle l'alphaba, qui est riche en une molécule qu'on appelle les galactomananes et qui aurait effectivement certaines actions sur la peau. Ce que le fournisseur a regardé, ce qu'il donne en fait comme information, et j'imagine que ce sont les informations sur lesquelles Nux se base pour faire leurs allégations, c'est que effectivement vous avez tout un champ qui vous dit que ça a des propriétés rétinol-like. Ils ont regardé quoi? Les cytokératines. Et l'augmentation des cytokératines versus le rétinol. Alors, le rétinol qu'ils ont utilisé, je crois qu'il est à 0,1%. Et ça, en plus, les données qu'ils ont utilisées dessus, c'est ce qu'on appelle sur des cultures in vitro. Et en plus, c'était des cultures in vitro de kératine aussi. Donc, c'est même pas du derme. Ce qui n'est pas grave parce que c'est là où on a de les cytokératines. Mais bref, la kératine, c'est la protéine que vous allez retrouver à la surface de la peau. Effectivement, ça l'augmente versus le rétinol. Ok. Il vous montre aussi qu'il y a certains gènes qui ont été augmentés, comme certains gènes aussi qui codent, qui sont en fait dans la voie de l'acide rétinoïque. Je suis là où est la figure parce que ça il nous la montre pas, donc on ne sait pas combien de fois plus ça a été augmenté. Je fais exprès de vous le montrer parce que
enfin de vous en parler plutôt, pour vous montrer jusqu'à quel point en fait il y a 11 milliards de choses qui manquent. Et ensuite en fait ils ont regardé l'effet sur des fibroblastes. Alors à chaque fois en fait ça a été fait sur des cultures encore de cellules où ils vous montrent que versus une certaine dose de rétinol, effectivement, on a une augmentation du collagène 1 et on a aussi une diminution de ce qu'on appelle des métalloprotéases qui sont en fait des enzymes de dégradation du collagène. Et dans ces modèles-là, effectivement, on a l'or extrait en particulier à 0,5%, alors je ne sais pas à combien il est chez Nux, serait plus efficace que le rétinol. Non mais je suis là. Bon, déjà, on n'a pas plusieurs concentrations de rétinol, parce que s'ils ont utilisé 0,000000001%, ce qui est un petit peu le cas dans l'étude parce qu'ils m'ont donné la concentration, versus une concentration massive de vitanol, bah oui, le vitanol va être plus efficace, mais peut-être que si on était à concentration équivalente, le rétinol serait plus efficace. Vous voyez ? Il y a aussi quelques effets qu'ils ont montrés sur, par exemple, l'effet lissant entre le rétinol et le vitanol. Les deux ont l'air d'être effectivement efficaces. Pareil au niveau des rides, sauf que sur les rides, par exemple, ils ont utilisé 0,15% de rétinol, c'est-à-dire très très peu. Imaginez à 0,3. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je suis pas en train de vous dire que le fournisseur, il est mauvais, il est nul, et que Nux a fait un mauvais choix. Non. Effectivement, il y a quand même certaines données. Évidemment que les fournisseurs vont vous dire que leurs actifs, c'est les meilleurs du monde, parce que sinon, ils vont pas gagner d'argent. Ils ont aussi dépensé beaucoup d'argent pour développer leurs ingrédients. Donc ça, c'est quelque chose que je comprends absolument. Je comprends aussi pourquoi ils le mettent en avant. Et je comprends aussi que Nux se dit, dans ma nouvelle gamme, par exemple Nuxuriance, je vais choisir dans ma crème des alternatives au rétinol plutôt que d'utiliser un rétinoïde. Parce que déjà, ils ont choisi un produit en peau. Alors parfois, on n'a pas le choix. Sauf qu'on fait une texture justement qui est assez épaisse, on peut pas la mettre dans autre chose que dans un pot. Donc ça, je peux le comprendre. Donc du coup, dans un pot, mettre du rétinol, le truc va être désintégré dans la seconde. Pareil avec le rétinaldéhyde. Et quand on construit en fait une gamme anti-âge, moi ce sera pareil en fait chez Sila. Si on balance des actifs comme ça dans tous les produits de la gamme, bah c'est irritation lente, évidemment. Donc c'est logique d'utiliser des alternatives. Sauf que par exemple, quand on se sert uniquement de cet actif-là et qu'on va balancer dans le marketing, c'est un rétinol-like, alors qu'il n'y a pas, franchement pas assez de données. Vous vous rappelez, là au début, je vous ai donné toutes les actions. Il y a juste la cytokératine qu'ils ont montré et un peu l'action lissante à la fin. Avec un humectant, on aurait pratiquement les mêmes effets. Donc je suis là, il manque quand même énormément de données pour pouvoir l'affirmer. Alors ok, in vitro, on a un peu plus de collagène, ok, mais on aurait pu choisir n'importe quel autre actif, ça aurait été pareil. C'est pas pour autant que c'est un effet rétinol-like. Donc c'est absolument poussif, en fait. Vous avez aussi dans la formule, dans le cœur d'actif, de l'acide hyaluronique. Alors eux, la seule chose qu'ils vous disent que c'est de l'acide hyaluronique naturel. Je suis là, ok, so what? Donc on sait pas. En fonction de sa taille, soit ça va être un humectant à la surface de la peau, ce qui est pas forcément mauvais, soit ça va être un acide hyaluronique de faible poids. Dans ces cas-là, il va pouvoir pénétrer dans l'épiderme, potentiellement irritant chez certaines personnes, et il peut aussi regonfler l'épiderme, ce qui peut être, pourquoi pas, aussi intéressant. Je vais pas regarder, ils ont aussi un extrait qui s'appelle Démérocal, pourquoi pas. Alors ils vous disent comme d'habitude, formule vegan, sans ingrédients ni dérivés d'origine animale, que le fait qu'il n'y ait pas d'ingrédients d'origine animale, oui c'est toujours mieux, effectivement. Alors, ils le disent pas aussi, mais je vous le dis, hein, comme tous les produits européens, ils sont évidemment non testés sur les animaux parce que c'est illégal. Il faut de toute façon le mettre. Alors ils vous redisent 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a un certificat maintenant même à l'Europe. Moi ça me fatigue ce genre de truc, ça ne veut rien dire. Attendez, je bois. J'ai trop parlé, je suis complètement desséché, c'est pour ça parce que je vous ai filmé une autre vidéo avant. C'est une allégation qui ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'un ingrédient est d'origine synthétique ou il est d'origine d'une plante qu'il est forcément mieux. Il n'est pas forcément mieux pour la peau, il n'est pas forcément mieux pour l'écologie tout court. Vous pouvez avoir en fait un ingrédient d'origine synthétique par exemple qui est une véritable catastrophe parce qu'il demande une énergie folle, comme on peut aussi avoir un ingrédient qui vient d'une plante qui qui va aussi énormément polluer, etc. Donc ça n'apporte rien en fait de le savoir. La compo en elle-même, et ça je trouve que c'est dommage parce que en fait la base de la composition elle est pas mal de la crème. Hein. Vous avez des acides gras qui sont vraiment bien, vous avez en particulier du bénylalcool qui se retrouve assez haut dans la liste des ingrédients, qui est en fait un émollient ultra intéressant parce qu'il est biomimétique, il mime en fait la structure de certains triglycérides à la surface de la peau. Il est associé aussi au C10, C18
triglycérides. Et ça, c'est très bien. C'est aussi associé à du beurre de karité et à de l'huile de jojoba. Et je suis là, mais pourquoi vous ne mettez pas ça en avant? Parce que la base de la formule, elle est intéressante, elle est bien faite. Vous avez aussi un peu d'huile d'avocat un peu après. Mais par contre, je trouve qu'au niveau des actifs, c'est assez décevant. Et je trouve ça en fait dommage que s'ils avaient voulu aller dans cette voie-là, mais pourquoi ils n'ont pas par exemple rajouté en plus du bakuchiol? Ils auraient pu même au niveau marketing, en train de se dire, bon ok, il y a peut-être d'autres marques, vous avez Aven par exemple qui utilisent le bakuchiol, en train de se dire, bon, pour pas dire qu'on le fait pareil, on va pas trop le dire, mais on pourrait quand même le mettre un peu sous le manteau pour pouvoir combiner et avoir un vrai cœur d'actif. Et l'ajouter, par exemple, ils auraient pu aussi mettre de la vitamine E, il y en a un tout petit peu à la fin, mais vu sa place dans la formule, probablement que c'est à très faible concentration et que c'est là, en fait, pour préserver la phase grasse. Il va pas avoir d'activité antioxydante. Ils auraient pu aussi rajouter des antioxydants. Donc, il y a plein de choses qui auraient pu être faites et qui n'ont pas été faites, alors que la base de la crème est quand même intéressante. Et pourquoi pas sur cet actif? Ce que je trouve aussi finalement d'assez trompeur, c'est que quand on lit la façon dont c'est vendu, on vous dit ici de plusieurs années de recherche scientifique menées par le laboratoire Nux. Bon, à mon avis, c'est plutôt le fournisseur, mais bon, ça n'engage que moi. La gamme Nuxuriance Ultra repousse les limites de l'anti-âge. Non, s'il vous plaît, avec l'innovation de pointe. Non, s'il vous plaît. Après, il vous parle d'une technologie alpha avec un puissant trio d'actifs et blablabla. Enfin, ouais, ils vous foutent tout ça en avant. Ils vous disent aussi que 97% des ingrédients sont d'origine naturelle. Ils vous disent qu'il y a des tests in vitro et blablabla. Il y a des tests consommateurs, 90% des femmes. Parce évidemment, il n'y a jamais des hommes là-dedans, mais bon, il y a aussi des hommes sur Terre. Bon, ça, après, ça n'engage que moi, mais bon, ils vous parlent de tout ça. On a l'impression que c'est le meilleur truc. Les listes d'ingrédients entrant dans la composition des produits de notre marque sont régulièrement mises à jour, ce qu'ils vous disent sur le site, etc. Et qu'est-ce que moi je vois à la fin de la liste des ingrédients? Je vois, bon, il y a du parfum évidemment, linalol, courmarin, hydroxycitronellal, géraniol, citronellol. Sur Instagram, j'ai fait exprès de vous foutre des copies d'écran de papier de recherche qui vous montrent à quel point ces ingrédients sont sensibilisants et qui peuvent donner des risques d'allergie. Fatigue! J'en ai marre. Et c'est ça en fait qui vient, c'est que quand on lit en fait finalement ce marketing-là, il est vachement tape à l'œil, on se dit purée, ça va être une méga alternative au rétinol, alors que pas tant que ça, ils auraient pu aller plus loin. On vous le montre comme un truc un peu vegan, clean et compagnie, et celui-là, vous m'avez collé tous ces dérivés d'huiles essentielles qui peuvent vous inflammer la tronche. Pourquoi? Vraiment, bon. Et c'est dommage parce que la base de la formule est jolie. Bon, maintenant on va regarder chez nos amis de chez Caudalie, qui vont probablement me détester. Et on va regarder un de leurs produits qui est dans la gamme Resveratrol Lift Sérum Liftant Fermeté. Alors le sérum Liftant Fermeté et Resveratrol Lift corrige les rides et lisse l'ovale du visage. Sa formule ultra concentrée agit instantanément pour des traits liftés, une peau visiblement plus ferme. Au cœur de l'innovation, le collagène 1 vegan, collagène d'origine végétale associé à un brevet anti-âge exclusif, resveratrol de vigne, acide hyaluronique, etc. pour stimuler les 3 types de collagène. Alors, eux, c'est quand même un peu moins tape à l'œil, c'est que quand vous allez sur le site, je vais pas regarder sur le packaging, quand vous voyez dans résultats visibles, ils vous disent collagène 1 vegan plus brevet 3 fois plus efficace que le rétinol. Avec des fragments de collagène vegan, ils vous disent qu'il y a un brevet de chez Harvard. Je suis là, s'il y a un brevet de chez Harvard, je tourne nos rétinol. Non, c'est pas vrai. Test ex vivo sur l'association des ingrédients, sur l'épaisseur des fils de collagène. Alors là aussi, vous dites test ex vivo. Sachez quelque chose, c'est qu'à chaque fois en fait que vous avez une allégation, il faut forcément la prouver. Sur le site, ils vous disent la production naturelle de collagène diminue de 30%, détériorant la fermeté et le rebond de la peau. Alors ça c'est vrai, ça dépend de l'âge, etc. Et ils vous citent en fait 2 articles scientifiques. Juste en dessous, je vais vous les montrer exprès. Ils vous disent que Caudalie offre le meilleur collagène à votre peau pour des résultats anti-âge exceptionnels et contrairement à la plupart des collagènes d'origine animale, le collagène 1 est vegan, fabriqué par une plante. En réalité, c'est une plante de tabac et c'est fait, vous allez voir, par une société espagnole qui s'appelle Lipochu, qui est une société ultra intéressante. Et vous avez aussi Caudalie qui... Allez, j'ai du mal aujourd'hui. Vous avez Garancia aussi, qui en fait utilise... Alors, c'est pas exactement d'ailleurs un collagène vegan. Exactement, c'est un fragment de collagène humain qui est fabriqué par une plante de tabac avec une technologie ultra particulière qui est de la green tech. En fait, c'est des biotechnologies green, donc c'est ultra intéressant et qui est faite par une société espagnole. Et c'est un petit fragment en fait qui agirait
j'ai bien dit agirer, c'est conditionnel sur la peau parce que c'est pas complètement prouvé, mais ce qui est en fait intéressant, c'est que c'est un processus en fait qui mime quelque chose qui existe quand même plus ou moins in vivo. Donc ils vous disent que cela ouvre une nouvelle voie dans l'anti-âge qui est efficace, vegan et durable, et ça c'est absolument vrai. Les deux papiers en fait qui vous citent, donc le premier, je vais vous le montrer, il est fort vieux, hein, il date de 1975 et c'est en fait c'est la relation qui est entre l'épaisseur de la peau, le collagène et la densité. Ce qui montre, et c'est quelque chose qu'on sait très bien, en fait, c'est que plus on vieillit, plus la peau devient fine, malheureusement, et ce qui est lié, entre autres, à la diminution de production de collagène. Effectivement, on perd la production de collagène. On vous l'a dit, on vous l'a redit. Je vous ai fait 2 vidéos, d'ailleurs, sur comment, en gros, booster son collagène. En réalité, il y en a 3. Vous en avez une sur les compléments en collagène qui sembleraient être intéressants. Vous en avez une avec le docteur Sophie Couvé, où elle vous parle aussi de certaines techniques qui peuvent être intéressantes pour booster la synthèse de collagène et du collagène. Et vous en avez aussi une autre avec le docteur Arnaud Lambert. Je vous les laisse en description si jamais cela vous intéresse et si vous avez envie d'en savoir plus. Le second aussi papier, en fait, c'est une review. Une review, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un article où on demande, alors soit c'est le journal qui demande à des scientifiques et à des chercheurs spécialisés dans le domaine, ils disent, bah, écoutez, est-ce que vous voulez écrire? Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de chance d'y participer. J'avais ma directrice de thèse qui, en fait, en thèse, j'ai aidé à démontrer quelque chose où il y avait énormément de recherches depuis énormément d'années, et j'ai apporté mes mini-pièces à l'édifice. Ma directrice de thèse qui est dans le domaine depuis très très longtemps, il y a une revue très très prestigieuse qui lui a dit bah, est-ce que vous pouvez faire un état des lieux sur ce sujet-là? Et du coup j'ai eu beaucoup de chance d'y participer, donc j'ai mon nom. Donc je vous avoue que c'est assez prestigieux, donc j'en suis fier. Souvent je vous dis pas trop ce que j'ai fait avant, mais voilà, je vous le dis comme ça, mais une review c'est un peu un état des lieux. Et là par exemple c'est sur les mécanismes moléculaires du vieillissement dermique. C'est une review qui est assez courte. En fait pendant toute la première partie, dans l'introduction, etc., il vous parle un petit peu de tous les changements qui se passent avec l'âge et tout ce qui part. Entre autres, il vous parle du collagène, de l'augmentation, ce qu'on appelle des métalloprotéases, comme je vous l'ai dit, donc ces enzymes qui vont manger le collagène. Je vais vous montrer un des schémas, par exemple, il vous montre l'influence en fait qu'on a, et ça je vous l'ai répété 15 fois, entre l'exposome, donc par exemple l'exposition des solaires, l'exposition au soleil qui augmente les réactions d'oxydation qu'on appelle les ROS, qui vont agir par certaines voies en fait sur la production de collagène, c'est-à-dire en fait que ça va impacter la production de collagène, etc., qui va être diminuée. Bref, je vais pas rentrer dans le détail ici. On vous parle aussi qu'en fait, avec le vieillissement, il y a la voie de signalisation qu'on appelle du TGF-bêta, c'est peut-être un peu compliqué, mais qui s'appelle Transforming Growth Factor Beta, qui est en fait, comment vous dire, une voie de signalisation, en fait, c'est un petit peu comme des feux rouges ou des feux verts qui permettent en fait de dire à la cellule fais quelque chose. La voie du TGF est très importante dans la synthèse de collagène et quand on vieillit, elle fonctionne moins bien. Donc tous les ingrédients qui vont stimuler ce TGF va être intéressant. En gros, c'est ça pour stimuler la synthèse de collagène. Et ensuite, juste après, vous avez toute une partie en fait sur les ingrédients en fait en cosmétique et je veux dire sans grande surprise, vous avez même un tableau. Je vais vous le mettre à l'écran. Il y a beaucoup de choses, mais ils vous disent quoi? Que c'est toute la famille de la vitamine A. Avec entre autres l'acide rétinoïque et de la trétinoïne. Vous avez les rétinoïdes qui sont discutés, vous avez la vitamine C, l'acide glycolique et vous avez aussi les peptides. Et vous avez ensuite toute une partie qui est liée à la médecine esthétique que je ne vais pas commenter et aussi les fillers, donc tout ce qui est en injection, parce qu'il y en a certains effectivement qui aident à stimuler la synthèse de collagène. En gros c'est ça. Dans cet article d'ailleurs à aucun moment il parle des actifs qu'on retrouve en fait chez Caudalie, quoi, hein. Donc, on va regarder maintenant la formule pour un petit peu essayer de comprendre finalement qu'est-ce qu'il y a dans cette formule qui est censée stimuler la synthèse de collagène, quoi. Alors, eux, ils vous disent qu'ils ont de l'acide hyaluronique, du resveratrol, un booster de collagène et du collagène 1 vegan. Alors, le booster de collagène, c'est issu d'une écorce d'acajou.
J'ai pas lu particulièrement dessus. Sachez en tout cas que c'est pas quelque chose qui ressort dans la littérature scientifique. Il y a du collagène 1 vegan que je vais vous décrire un peu plus. Alors c'est pas du collagène 1 vegan du tout. En réalité, c'est un petit fragment de collagène. Et sur l'acide hyaluronique, c'est très probablement de l'acide hyaluronique hydrolysé, parce que c'est ce que vous avez dans la composition. Vous avez hydrolyzed hyaluronic acid et hyaluronic acid. Alors la seconde forme, hyaluronic acid, ça peut être aussi de l'acide hyaluronique tout petit, comme ça peut être moyen, comme ça peut être de haut poids. Donc ça, je ne peux pas vous le décrire. L'acide hyaluronique, en tout cas hydrolysé, comme je vous l'ai dit, il peut aider à repulper l'épiderme. Donc ça peut augmenter l'effet lissant d'un produit au bout de 4 à 5 jours. Est-ce que ça signifie que cette forme d'acide hyaluronique va booster la synthèse de collagène? La réponse est non. Si vous regardez la composition de ce sérum-là, là tout à la fin, là tout en bas, vous allez voir cet ingrédient-là qui s'appelle Nicotiana Bentamania, hexapeptide 40 SH, polypeptide 47. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est ce fameux petit fragment de collagène qui peut interagir avec certains de récepteurs de la peau qui sont fabriqués en fait par biotechnologie dans des plants de tabac et qui sont faits par la société espagnole Lipochu. Je vais pas tellement rentrer dans le détail parce que je vous en ai déjà parlé. Si vous vous souvenez, je vous ai fait une vidéo sur la sortie de la poudre de vitamine C de chez Garancia, qui est dans la gamme qui s'appelle l'appel de la forêt, qui s'appelle la poudre magique. Cette poudre-là de chez Garancia, qu'est-ce que ça contient? Ça contient de la vitamine C à 10%, et ça c'est ultra intéressant, et qui est associé en fait à ce même fragment de collagène. Ça a été, à ma connaissance, les premiers Garancia à s'en servir. Dans le cadre de Garancia, et c'est ça que je trouve ultra smart, c'est que c'est de la vitamine C, c'est-à-dire un ingrédient gold standard. Un ingrédient sur lequel on a de la data depuis très longtemps et on sait que ça stimule la production de collagène qui est associé à ce fragment-là qui booste. Donc là, c'est vraiment intéressant. On se dit finalement, on part d'un actif qu'on sait qui est efficace parce qu'il y a vraiment de la donnée dessus et on va l'associer à un autre parce qu'évidemment, il y a toutes ces entreprises de biotech qui sont quand même ultra intéressantes. Dans le cas malheureusement de Caudalie, on ne l'a pas. On a quand même, et ça c'est vrai, du resveratrol depuis longtemps chez Caudalie. Je pense que d'ailleurs Caudalie a été l'une des premières marques, en tout cas en France, à vraiment en parler du resveratrol, qui est un excellent aussi antioxydant. Qui dit antioxydant dit aussi qu'on va protéger la dégradation du collagène, donc cette partie aussi est vraie. Là encore, je regrette parce que ce sérum-là, il est quand même vendu aux alentours de... Là, il est à 48,90 €, ça met un peu plus d'une quarantaine d'euros pour 30 ml. Si je regarde aussi l'ensemble de la gamme, en fait, on n'a aucun actif qui soit vraiment... du hardcore, vous voyez, du truc qui fonctionne. Il avait toute sa place là, par exemple, dans le sérum. Je comprends absolument que, par exemple, dans les crèmes qui lui sont associées, même raisonnement que pour Nux, qu'on va pas rajouter de nouveau un rétinoïde ou etc. Mais là encore, ils auraient pu rajouter plein d'autres ingrédients pour booster, en fait, cette action-là et pour l'associer. Donc, je trouve que c'est un acte manqué. Quant aussi le côté, genre, 3 fois plus efficace que 3 fois plus que le rétinol, non, s'il vous plaît, arrêtez juste avec ce genre d'allégations. Là encore, dans la formule, elle est pas trop mal faite. Ils ont aussi leur ingrédient, je crois qu'il leur est propriétaire, qui s'appelle le palmitoyl grapevine shoot extract, que vous retrouvez aussi dans leur sérum bon anti-tache. S'ils veulent, ils ont peut-être de la recherche en particulier. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois du parfum, il y a encore du linalol et du limonade. Alors, ils y sont quand même allés moins fort que chez Nux, où eux, ils ont foutu une tripotée de dérivés d'huile essentielle, mais là encore, il y en a. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça encore plus dommage que juste après, il y a la no-list de chez Caudalie, qui est, mais voilà, qui est du délire. Hein. Les mecs, ils ont pris tout ce qu'ils ont trouvé. Alors, ils l'ont classé quand même dans la no-list en 3 parties, en clean pour la peau, en haute tolérance et en clean pour la planète. Mais c'est quand même un peu du délire. Hein. Dans clean pour la peau, il y a quand même genre de l'acétate de plomb, du mercure, je suis là. Ok, donc je vous l'ai déjà dit, mais pourquoi dans ces cas-là, ils rajoutent pas aussi sans uranium, sans goudron, sans essence, sans gasoil, j'en sais rien, il y a plein de produits chimiques aussi ultra dangereux. Enfin, franchement, il y a un moment, faut arrêter. Il y a même certains conservateurs que j'ai vus dedans qui sont de toute façon interdits par la réglementation européenne et qui va mettre ça dans les cosmétiques. Donc ça aussi, j'aime vraiment pas ce côté-là parce que quand on lit ça, parce que moi je me mets toujours à la place de vous. Moi évidemment, c'est littéralement mon métier, c'est ce que je fais. Vous savez que j'ai ma propre marque de cosmétiques, donc je connais très bien tout ça.
Mais je me dis, quelqu'un qui ne connaît pas tout ça et qui va sur le site de Caudalie en train de se dire, tiens, je cherche un produit, je vais lire ça au niveau marketing, je vais me dire, ouais, c'est super intéressant. Et quand je vais dire la notice, moi, quand je vais lire ça, je vais me dire, non, mais il y a ça dans les cosmétiques, mais c'est ultra dangereux. Bah non, non, il n'y a pas ça, c'est pas vrai. Pareil, quand ils vous disent aussi haute tolérance, alors ils vous disent par exemple que dans haute tolérance, ils mettent pas du palmitate de rétinol, mais depuis quand c'est irritant, je ne sais pas. Mais ce n'est pas irritant. Ils vous parlent d'hydroquinone, bah ça tombe bien, c'est interdit en cosmétique de toute façon. Vous avez aussi certains éthers de glycol. Bah, les éthers de glycol sont interdits en Europe, donc merci, non merci. Il vous parle aussi de certains conservateurs, les mythes en particulier, qui s'appellent méthyl-isothiazolinone, qui sont de toute façon interdits maintenant dans les cosmétiques. Donc je suis là, non mais s'il vous plaît, vous pouvez un peu arrêter avec ça, parce que c'est vraiment du greenwashing et c'est de toute façon faux. Et ils vous disent haute tolérance, comme si leur produit était haute tolérance. Non, vous mettez du linalol, les enfants, donc non. Donc c'est dommage parce que là encore, vous voyez la base de la formule, le produit n'est absolument pas horrible, etc. Est-ce que, à titre personnel, je pense que si vous achetez cette crème de chez Nuxe et ce sérum de chez Caudalie, vous aurez un effet de transformation waouh sur la peau? Non, parce qu'il manque beaucoup d'actifs qui sont gold standard et je trouve ça juste dommage. Est-ce que par contre, je trouve que la tendance de chercher des actifs qui sont rétinol-like pour compléter son action est une mauvaise idée? Non, mais seulement et seulement si, en fait, que ce soit associé dans une routine qui contient déjà des rétinoïdes. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je crois que j'ai beaucoup trop parlé comme d'habitude. En tout cas, j'espère que cette vidéo, vous allez la trouver utile et puis c'est surtout que ça va vous aider aussi un peu à ouvrir les yeux et moi, innocemment, mais je pense que j'aurai zéro effet, que ça va aussi un peu, changer cet aspect marketing de ces marques-là parce que quand je vous dis ça et quand ça m'énerve, je suis pas là genre ouais, à mort Caudalie ou à mort Nuxe, non pas du tout. Mais j'aimerais bien que vous voyez que ces marques-là prennent plus ce pas-là vers finalement des formules aussi qui soient tout simplement moins irritantes, en essayant enfin de se débarrasser au moins de ces dérivés d'huile essentielle, au moins ça. Que toutes ces marques-là finissent par nous faire au moins des parfums hypoallergéniques si vraiment ils veulent garder les parfums, et qu'on va plus quand même vers ce côté cosmétique actif, surtout que ces marques-là, ils ont vraiment les moyens de faire ça. C'est ça. C'est quand même maintenant des grosses entreprises. Quand je vois le budget marketing qu'ils mettent, clairement voilà. Donc ils peuvent le faire. Donc pourquoi ils le font pas? Vous voyez, c'est toujours un peu, je comprends pas pourquoi. Donc je trouve ça, ouais, je trouve que c'est un acte manqué. Voilà. Donc écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre le compte Instagram de ma propre marque. Et puis écoutez, on va se revoir très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir les zouzous, bye bye.